Bonjour, aujourd'hui je voudrais évoquer avec vous la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui se déroule du 1er janvier au 30 juin 2022. Il est important de rappeler la nature de cette présidence au regard d'une indication souvent utilisée dans les médias d'une présidence française de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de présider l'Union européenne, mais de présider l'une de ses institutions, en l'occurrence le Conseil de l'Union, c'est-à-dire le regroupement des ministres pour les grandes compétences. Ce Conseil de l'Union comprend actuellement 10 formations. C'est la 13e fois que la France exerce ce type de présidence, même selon des formules différentes, notamment avant le traité de Lisbonne. En effet, il y a dorénavant une présidence permanente du Conseil européen avec Charles Michel et une présidence permanente de la formation Affaires étrangères du Conseil des ministres avec Joseph Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le président français, Emmanuel Macron, a fait plusieurs discours sur sa conception de l'Union européenne, dont certains sont restés célèbres, à Athènes et à la Sorbonne en 2017. Il évoque à chaque fois la notion, le concept de souveraineté européenne, c'est-à-dire l'idée d'une puissance européenne, pas seulement sur le plan économique. Le programme de la présidence française est résumé en 3 concepts: relance, puissance, appartenance. Cette présidence se déroule, comme à chaque fois, dans le cadre d'un trio d'États. De 2022 à 2023, il s'agit de la France, ensuite de la République tchèque et enfin de la Suède. Chaque trio fait un travail en commun. Lors de son intervention devant le Parlement européen, le président français a bien évidemment développé ces différents thèmes. En 2022, cette présidence est en quelque sorte entravée par l'élection présidentielle française qui doit se dérouler en avril 2022. Cela est apparu lors des échanges entre le président français et les députés européens français qui ont souvent évoqué plus les questions présidentielles en France que les questions européennes. Et l'association, par exemple, Sauvons l'Europe, parle de privatisation française du débat européen. D'autres parlementaires européens ont exprimé leur déception à l'occasion de ces échanges. Pour autant, de nombreux moments ou événements sont prévus dans le cadre de cette présidence. C'est le cas de nombreuses réunions informelles des ministres européens. Elles se sont parfois déjà déroulées dans plusieurs villes, à Brest en janvier pour les ministres de la Défense et ministres des Affaires étrangères, à Amiens toujours en janvier pour les ministres de l'Environnement et les ministres de l'Énergie, à Lille et Tourcoing ce mois-ci pour les ministres de la Justice et les ministres des Affaires intérieures. Et puis enfin à Grenoble le 10 février de 2022 pour les ministres de la Santé. Le programme de la présidence française se résume en 3 ambitions majeures: une Europe plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance, une Europe plus humaine. D'abord, une Europe plus souveraine. Ce concept de souveraineté est de plus en plus souvent utilisé. Il est souvent rappelé par le président Macron d'aller d'une Europe de la coopération à l'intérieur à une Europe puissance à l'extérieur. Cette Europe plus souveraine a devant elle plusieurs sujets, bien évidemment. Elle doit être capable de maîtriser ses frontières extérieures grâce au renforcement de Frontex. La question de la fabrication de murs pour empêcher les entrées irrégulières se pose, notamment à l'occasion de, ces pénétrations irrégulières à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ou entre la Grèce et la Turquie. Il faut donc mieux maîtriser les migrations irrégulières. Cela suppose une politique migratoire européenne qui a souvent du mal à prendre forme. Il semble aussi indispensable d'améliorer la politique d'asile, de lutter contre les passeurs. Ces transformations doivent pour autant se faire dans le respect des valeurs européennes et des accords internationaux. Lors d'un discours à Tourcoing le 2 février dernier, devant les ministres européens des Affaires intérieures des États membres, le président de la République a indiqué la nécessité de faire évoluer la gouvernance de Schengen avec un conseil Schengen pour des analyses plus politiques et pas seulement techniques ou juridiques de cet espace, afin d'avoir une politique commune de la migration et de l'asile
faisant converger les modèles des 27. Ce conseil permettrait de pouvoir examiner la situation de l'espace Schengen avec Frontex, Europol et l'Agence européenne de l'asile sur les sujets des migrations. Il faut aussi permettre l'émanation en quelque sorte d'un mécanisme de solidarité et d'intervention rapide en cas de crise aux frontières extérieures. Il faut penser à un pacte asile-migration pour partager la charge de cette question entre les 27. L'Europe ne doit pas rester un marché économique, elle doit aussi avoir une vision géopolitique de sa place dans le monde. Cette démarche est développée par le travail de la Commission européenne autour de la boussole stratégique. Cela concerne aussi bien les questions de politique étrangère que de sécurité et de défense. Cela souligne l'importance d'une défense européenne plus forte, plus opérationnelle pour contribuer à la sécurité mondiale et transatlantique complémentaire avec l'OTAN. Cela suppose de développer une réelle industrie de la défense. Cela a été l'un des sujets des réunions des ministres de la Défense, même si les avis restent partagés sur cette question. Il ne faut pas oublier que 21 États membres de l'Union européenne sont aussi membres de l'OTAN. Beaucoup considèrent que l'autonomie de l'UE n'est pas forcément une bonne chose sur le plan militaire. D'autres, au contraire, s'interrogent, sommes-nous des alliés ou des vassaux des États-Unis? Sur les questions de sécurité et de défense, il y a néanmoins des avances au niveau de l'Union européenne, comme la coopération renforcée, l'Agence européenne de défense, dont tous les États membres de l'Union sont membres, sauf le Danemark. Pas oublier non plus les opérations extérieures qui sont menées justement par des forces de l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est pas un État, n'a pas donc d'armée en tant que telle, bien sûr. Cette idée de puissance fait s'interroger sur l'avenir politique de l'Europe au moment où l'Allemagne a une nouvelle coalition qui imagine l'idée d'une Union européenne allant vers un État fédéral européen organisé de manière décentralisée selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Pour le président français, il faut repenser la place de l'Europe dans le monde, pas seulement comme un espace économique, mais aussi comme une puissance politique sur beaucoup de sujets, comme les relations avec la Chine, les États-Unis ou la Russie. L'Europe doit travailler le dialogue avec la Russie, notamment sur la question très complexe, très délicate aujourd'hui, très sensible de l'Ukraine. Cela se traduit par des entretiens diplomatiques menés par le président français avec les présidents de Russie et les présidents d'Ukraine au début du mois de février 2022. L'Union européenne doit aussi refonder ses relations avec l'Afrique. Pour la présidence française, il s'agit d'organiser une conférence ministérielle sur les partenariats commerciaux entre l'Europe et l'Afrique, un sommet d'ailleurs prévu en février 2022 sur ces sujets. Une nouvelle alliance est imaginable entre l'Union européenne et l'Union africaine. Cela arrive à un moment très particulier pour la France, qui intervient militairement au Sahel, notamment au Mali, mais qui est rejetée par les nouvelles autorités qui préfèrent se tourner vers des miliciens russes du groupe Wagner. Cela est lié à une nouvelle approche russe en Afrique. La Chine a aussi une stratégie en Afrique. Le monde change, l'Europe doit le mesurer et en prendre toutes les mesures nécessaires. Elle doit aussi se préoccuper de la prospérité, de la stabilité de son voisinage, par exemple avec un engagement dans les Balkans occidentaux pour aider ces Balkans occidentaux à entrer progressivement dans l'Union européenne, bien évidemment. Et là encore, bien sûr, des perspectives, peut-être un peu lointaines, mais des perspectives importantes. Il est vrai qu'une Union européenne qui dépasserait les 30 États membres doit aussi être travaillée, notamment sur la question des votes à l'unanimité. Deuxième grand secteur, un nouveau modèle européen de croissance. Il s'agit d'aller progressivement vers une croissance économique pour tous. Il faut faire du continent européen un continent de production, de création d'emplois, d'innovation, d'excellence technologique. La crise de la Covid-19 a révélé que l'Europe semblait plus dépendante des importations, notamment venant de Chine. Peut-être qu'il faut envisager une politique industrielle de l'Union européenne et pas seulement un principe de concurrence libre et non faussée sur son territoire.
Il semble devenu indispensable d'avoir une conciliation entre développement économique et ambition climatique. L'Europe est un modèle dans ce domaine, elle doit participer, contribuer à des engagements écologiques importants. Un sommet mondial sur les océans se tiendra d'ailleurs à Brest aussi en février 2022. L'Union européenne doit soutenir l'innovation et la croissance des acteurs européens, notamment du numérique. L'Europe a un modèle numérique, de nouveaux textes sont en cours d'adoption, comme le Digital Market Act ou le Digital Service Act. En effet, il faut réguler en quelque sorte le numérique dont nous sommes de très gros utilisateurs des fameux GAFAM. Il faut faciliter l'émergence de champions européens du numérique pour ne pas être seulement ce que certains appellent une colonie du numérique. Il faut aller vers une souveraineté numérique européenne. La protection des données, le développement de l'intelligence artificielle, la sécurité et le renforcement des réseaux et des infrastructures. L'Union européenne doit proposer aux travailleurs des emplois de qualité, qualifiés et mieux rémunérés. La solidarité européenne est essentielle dans le domaine social. Par exemple, pour aller vers un salaire minimum dans tous les États européens avec des rapprochements progressifs. Il s'agit de renforcer l'Europe sociale dans le prolongement du socle européen des droits sociaux de 2017 et des engagements du sommet de Porto de 2021. Cela concerne les comptes individuels de formation, l'impact social sur le marché du travail, de la transition climatique, l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Enfin, une Europe humaine. Il est important d'être à l'écoute des préoccupations de ses citoyens dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont les conclusions devront être tirées en mai 2022. Des propositions sont présentées déjà sur le site dédié de l'Union européenne. L'Union européenne doit défendre ses valeurs et ne pas accepter la précarité de l'état de droit dans certains États membres. Pour le président Macron, l'état de droit est le fruit de notre histoire, notre trésor. Il faut veiller au bon fonctionnement des démocraties libérales et ne pas accepter l'illibéralisme prôné, par exemple, par le Premier ministre hongrois. Cela concerne aussi bien la Pologne et les procédures lancées contre elle par la Commission à travers des procédures d'infraction. La présidence contribuera avec détermination au renforcement de l'état de droit, qui est indispensable, bien sûr. Elle soutiendra la Commission dans son rôle de gardienne des traités en mobilisant les instruments prévus, notamment par l'article 7, mais pas seulement, pour veiller au respect de l'état de droit dans les États membres. Il faut que cela apparaisse aussi, y compris en matière budgétaire. Un colloque sur le dialogue des juges sur l'état de droit est prévu notamment à l'initiative des cours suprêmes françaises, dialogue à la fin du mois de février. Il est donc important d'améliorer la démocratie européenne, par exemple en allant vers un droit d'initiative législative du Parlement européen qui n'en dispose toujours pas. D'ailleurs, la conférence sur l'avenir de l'Europe, dans un de ces panels, propose justement d'aller aussi vers une éducation civique à la démocratie européenne. Cette éducation devrait concerner tous les domaines démocratiques. L'Europe doit être fière de sa culture, confiante dans la science et le savoir. Il faut aller vers une nouvelle stratégie européenne pour les industries culturelles et créatives, par exemple dans le domaine des médias, de l'audiovisuel, mais dans les domaines culturels et l'essence culturelle au sens plus global du terme. La promotion du plurilinguisme facilitera la mobilité et les échanges entre les Européens. L'éducation et les compétences doivent être placées au cœur de l'action publique, comme le suggèrent des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet social de Porto en 2021. La présidence veut faire de la formation, l'enseignement supérieur, la recherche, un élément clé. Il faut développer les universités européennes en conduisant les travaux sur la recommandation de la coopération européenne. Il ne faut pas oublier que Erasmus fête ses 35 ans de fonctionnement. La présidence française souhaite aller aussi vers une affirmation, une meilleure compréhension de l'histoire de l'Europe, d'aller vers une académie européenne
l'Europe doit confirmer qu'elle est une puissance culturelle. Elle doit s'engager pour l'avenir de la jeunesse avec tout un agenda spécifique. Rappelle que cette année est aussi une année européenne de la jeunesse. Voilà quelques éléments sur le programme français pour la présidence du Conseil de l'Union. Il serait bien que ce programme soit effectivement mis en œuvre. Merci de votre écoute. Au revoir.